Rebonsoir du coup et merci beaucoup à mes invités d'être là. Donc ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, mais on est dans une année d'élections, les élections européennes, l'élection présidentielle américaine et une soixantaine d'autres scrutins auront lieu cette année. Et en parallèle de ça, c'est aussi l'année 2024 où déferle ce qu'on appelle la vague de l'IA générative et donc la possibilité de créer à moindre frais des contenus qui peuvent être faux et donc voilà, industrialiser quelque part la désinformation. Alors, on va voir est-ce que c'est exactement ça le cœur du sujet ou non avec vous trois. Et surtout, est-ce qu'il y a des solutions, puisque le titre de la table ronde, c'est « Comment sauver nos démocraties ?» Donc on va essayer de voir si on peut d'ores et déjà se préserver l'intégrité des élections et du coup de nos démocraties. Je vais commencer avec vous, Paola Tubarro. Puisqu'on est, enfin, voilà, on est assez habitué quand même de voir notre espace démocratique perturbé par la technologie. On a tous en souvenir, je pense, l'exemple de Cambridge Analytica, de la manipulation de masse. Qu'est-ce que vient changer exactement cette nouvelle vague d'IA dite générative ? Oui, effectivement, comme vous l'avez bien dit, avec l'IA générative actuelle, on peut générer beaucoup plus facilement et de manière économiquement accessible des vidéos, des images, du son de plus en plus réalistes et donc de plus en plus capables de nous induire en erreur. En même temps, la bonne nouvelle, on va dire, est que cette même IA générative peut nous aider à développer des solutions pour détecter les fausses images, vidéos, etc., etc. Et donc, c'est un outil qui peut nous servir dans le bon sens. Cependant, en fait, le problème est plus compliqué puisque, d'une part, il y a eu des études qui ont montré que on est, en tant que citoyen, qu'usager du web, on est tout aussi susceptible de se tromper avec un contenu généré par une IA, ce qu'on appelle parfois des deepfakes, qu'avec des manipulations faites à la main, on va dire, plus simples, avec des logiciels plus anciens, plus simples, plus basiques. Et donc, et d'ailleurs, les solutions basées sur l'IA générative, elles arrivent mieux à détecter les faux générés par l'IA que le faux généré par l'humain. Donc, il y a tout un tas une zone grise, on va dire, qui est en augmentation. Il y a toute une prolifération, y compris d'organisations internationales qui se lancent dans le fait à la main, on va dire, qui échappent davantage au contrôle. Donc, voilà, la lutte, ça se déroule sur plusieurs fronts et elle est complexe. David Collomb, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, et notamment peut-être sur, si on peut faire un petit, puisque vous êtes historien, un petit retour en arrière de savoir quand est-ce que la désinformation vraiment de masse a commencé et comment elle a évolué ces derniers temps. Vous savez, la désinformation de masse existe depuis qu'existent des médias de masse. Ce qui, en revanche, est notable à l'ère de la guerre de l'information, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre froide, c'est la possibilité offerte par les outils numériques de démultiplier les capacités d'action des désinformateurs, mais également de recourir à l'information comme à une arme pour fragiliser les régimes adverses. Et en l'occurrence, les régimes autocratiques, depuis la fin de la guerre froide, se sentent directement menacés par la supériorité informationnelle occidentale à l'échelle globale. Ils y voient une menace pour leur propre stabilité, de sorte qu'ils se sont engagés d'abord dans une défense, une protection de leur espace informationnel à l'égard de toute ingérence étrangère, ensuite dans la constitution d'un arsenal d'armes de manipulation, mais aussi de persuasion qui recourt à l'information à des fins militaires. Et enfin, ils se sont lancés depuis une dizaine d'années dans une guerre visant à faire s'effondrer les démocraties parce que de leur point de vue, c'est le meilleur moyen pour eux de survivre. Et je crois que vous me disiez aussi que, enfin, quand on pense désinformation IA, on a souvent en tête l'image des deepfakes que vous avez rappelé, de production de faux, mais vous me disiez que c'est pas forcément ça le cœur du sujet en fait, que c'est peut-être ce qu'il y a le plus bluffant, le plus sensationnaliste, mais que la principale inquiétude n'est pas vraiment là.
Pour commencer, je n'aime pas l'expression IA, intelligence artificielle, j'aime parler d'apprentissage profond, et le père de l'apprentissage profond, c'est Norbert Wiener, qui le premier, en 1948, avait pensé un usage militaire de l'information. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que s'il y a une révolution de l'apprentissage profond, cette révolution est intervenue il y a 10 ans, lorsqu'il est devenu possible pour des acteurs malveillants, notamment agissant pour le compte d'États autoritaires, d'instrumentaliser les plateformes publicitaires des réseaux sociaux occidentaux, américains, pour cibler des personnalités fragiles, pour semer le chaos, démultiplier les capacités de propagation de contenus malveillants. Et vous savez, cette révolution a déjà connu une avancée considérable. Si l'on regarde tout simplement les sondages d'opinion, Sopra Steria a publié il y a peu de temps un sondage qui indiquait qu'un Français sur 4 était convaincu que le vaccin contre la Covid-19 avait causé des millions de morts. C'est un remarquable succès pour la propagande des régimes autoritaires qui ont diffusé ces faux récits. Je songe bien évidemment au Kremlin et au Parti communiste chinois. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail, de savoir, d'ailleurs je vous pose aussi la question de comment sont organisés, si ce n'est pas les deepfakes le problème ou la production de fausses images, quelle est la technologie, en fait, les technologies qui permettent de produire de la désinformation de manière industrielle? Ou est-ce qu'il y a une technologie spécifique? Du point de vue russe, des théoriciens de la guerre de l'information, c'est l'application à la sphère informationnelle des principes de la cybernétique, c'est-à-dire de l'automatisation de la protection d'un espace informationnel de toute ingérence étrangère, avec à l'intérieur par exemple de la Russie des systèmes automatisés de gestion de commentaires sur les réseaux sociaux pour maintenir un niveau de soutien apparent au régime, tandis que l'on crée de l'entropie à l'extérieur de son espace informationnel, en encourageant les divisions, en fragilisant la capacité même des individus de distinguer le vrai du faux. Et très concrètement, cela se traduit aujourd'hui par une automatisation croissante de toute la chaîne de production de l'information. La détection automatisée des failles, aussi bien des systèmes d'information que des failles cognitives dans nos esprits, l'automatisation de la production et la diffusion de contenu, l'automatisation de création de sites générés par l'IA. Leur nombre a été multiplié par 20 en l'espace de 12 mois, selon NewsGuard. Et enfin, l'automatisation de l'acheminement de contenu personnalisé, micro-ciblé à destination des individus les plus susceptibles d'adhérer à des récits manipulateurs et peut-être de s'engager dans des actions violentes. Il faut rappeler que la désinformation tue, elle tue un nombre considérable de gens et il s'agit de considérer cette désinformation comme une pandémie et la combattre comme telle. Merci. Anna Lambert, vous dites aussi qu'il y a aussi un sujet dans les systèmes algorithmiques eux-mêmes, enfin, c'est-à-dire on parle de campagne de désinformation, mais qu'il peut y avoir aussi des biais politiques, enfin que ces algorithmes n'étaient pas neutres politiquement. C'est, je crois, le sujet de votre dernier ouvrage, entre autres. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu cela? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, en fait, ces industries de la désinformation peuvent avoir tant de pouvoir, en fait, et d'emprise, aussi parce que les systèmes de recommandation algorithmiques qui sont à l'œuvre dans les réseaux sociaux principaux sont des systèmes de recommandation automatiques qui ont pour fonction, la plupart du temps, d'amplifier en fait les contenus qui ont le plus de vues afin de maintenir en fait les individus engagés sur le réseau. Donc c'est le principe de l'économie de l'attention qui est en fait le modèle d'affaires de la plupart des réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou que ce soit Facebook ou Twitter par exemple, enfin X anciennement Twitter. Donc le but étant en fait de capter l'attention des individus, de les maintenir en quelque sorte sur la plateforme le plus longtemps possible pour pouvoir vendre leurs données, leurs attentions à des entreprises qui vont ensuite les cibler au moyen de la publicité. La conséquence de ça, c'est que les algorithmes de recommandation élaborés par ces grandes entreprises en fait vont amplifier en permanence les contenus les plus vus, qui sont souvent les plus sensationnels, les plus choquants, les plus spectaculaires, et qui, la plupart du temps, effectivement,
n'ont rien à voir avec voilà, une réflexion nuancée ou une perspective qui pourrait viser, disons, la construction collective d'une vérité ou d'un savoir. Donc l'enjeu, donc évidemment, ces algorithmes-là ne sont pas neutres, ils sont conçus et produits par des entreprises privées, et ça pose un problème plus général concernant, disons, l'espace public numérique, puisque cet espace public est entièrement réglé, si vous voulez, par des algorithmes qui sont conçus et produits la plupart du temps de manière opaque par des acteurs privés, en fait. Donc, si vous voulez, ceux qui décident de quel contenu sera vu ou de quel contenu sera maintenu invisible, ce sont des entreprises qui ont, voilà, évidemment, des intérêts financiers, etc. Donc, c'est là-dessus aussi que nous, au Conseil national du numérique, on propose aussi d'agir pour changer un petit peu la donne. On peut peut-être enchaîner justement sur ce que vous proposez comme solution, parce que c'est intéressant. Je crois que c'est le fait de tout simplement de changer de système de recommandation, enfin d'avoir des alternatives en tout cas. Exactement, oui, de laisser la possibilité d'avoir des alternatives qui se fondent par exemple sur des systèmes de recommandation collaboratives, donc où vous allez avoir des algorithmes de recommandation qui vont s'appuyer non pas seulement sur la quantification des vues ou sur le caractère, on va dire, viral d'une information, mais qui vont s'appuyer sur l'évaluation par les pairs, par exemple. Donc avec un groupe de, je sais pas, de chercheurs, par exemple, qui va évaluer, juger un certain nombre de contenus. Vous pouvez avoir des médias qui vont le faire. La Tribune, par exemple, pourrait le faire et avoir son propre système de recommandation. Des organismes, je sais pas, des organisations internationales, par exemple. Vous pouvez avoir des associations, vous pouvez avoir des universités, je sais pas. En tout cas, l'idée, c'est de reconstituer des tiers de confiance, si vous voulez, mais à l'origine de la recommandation. Pas seulement dans la modération après coup, si vous voulez. L'idée, c'est que on peut baser en fait des algorithmes de recommandation sur l'évaluation et les jugements humains. Et ça peut changer complètement la manière dont l'information circule sur Internet. Mais pour ça, évidemment, il faut exiger des grandes plateformes et des réseaux sociaux qu'ils s'ouvrent à d'autres systèmes de recommandation. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque par exemple, si vous êtes sur Facebook ou sur Twitter ou sur TikTok, tous les contenus vont vous être automatiquement recommandés par un algorithme qui a été conçu et produit par Facebook, par Twitter ou par TikTok. L'enjeu, c'est de changer ça. Donc, c'est ce qu'on appelle au Conseil national du numérique, en s'appuyant sur de nombreuses autres recherches qui ne sont pas les nôtres, le dégroupage des réseaux sociaux. Donc, l'idée qu'on va forcer en fait ces plateformes, ces entreprises privées, à ouvrir la fonction de recommandation à d'autres entités, à d'autres entreprises, à d'autres associations, à d'autres tiers de confiance qui vont pouvoir en fait implémenter sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, d'autres systèmes de recommandation alternatifs, ce qui permettra aux usagers d'avoir le choix entre différents systèmes de recommandation, premièrement, donc de ne pas être téléguidés par des algorithmes complètement opaques, et puis d'autre part, d'avoir conscience qu'en fait la recommandation n'est pas neutre, si vous voulez. Et donc ça, c'est très intéressant, ça peut changer complètement notre rapport à l'information en ligne. Est-ce que le nouveau cadre légal, je pense au DMA par exemple ou au DSA qui viennent d'entrer en vigueur, pourrait vous aider justement à faire en sorte que les réseaux sociaux s'ouvrent à ces nouveaux systèmes de recommandation ? Alors, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du droit, mais par contre, pour en avoir un petit peu discuté avec Jean Catan, qui est le secrétaire général du Conseil national du numérique, j'ai cru comprendre que c'était tout à fait possible et que même c'était des réglementations qui allaient un petit peu dans ce sens, puisque, par exemple, le règlement sur les marchés numériques va obliger Google ou Apple à ouvrir leur magasin d'applications à d'autres applications qui ne sont pas les produits de Google ou d'Apple. Vous voyez, donc cette logique de l'ouverture, en fait, elle est déjà à l'œuvre dans ces textes, en quelque sorte. Donc il faudrait juste la déplacer, en fait, vers un autre endroit qui est celui des réseaux sociaux et des systèmes de recommandation. Paolo Cibarro, vous avez aussi une solution qui est intéressante au CNRS. Je voulais juste avant revenir avec vous, parce que quand on échangeait avant cette table ronde, vous m'expliquiez qu'un des effets aussi de la désinformation, enfin de la publication assez massive de fausses informations, c'est que finalement certains citoyens allaient aussi être de plus en plus méfiants, enfin qu'il y avait un effet en fait inverse, que non seulement on peut croire des fake news, mais que aussi parfois on est un peu trop méfiant. Et est-ce que vous pouvez, je crois que vous aviez une étude en tête qui expliquait ça.
Oui, effectivement, déjà, on est accablé par le volume même des désinformations qui nous entourent. Et d'ailleurs, jusqu'ici, on a parlé des formes plus extrêmes, mais il y a aussi il y a tout un tas de situations d'information qui est vraie, mais qui décontextualisée perd complètement son sens et donc pour tout de même induire en erreur. Bref. Et on n'est pas en mesure de tout vérifier. Et en même temps, on reçoit chacun et chacune d'entre nous, on ne reçoit pas l'information ou un contenu qui circule en ligne dans le vide. En fait, chacun d'entre nous a ses croyances, a son entourage social, ses proches, a des modèles, des personnes de référence. Eh bien, quand une information qui arrive est cohérente avec mes croyances, elle est prise au sérieux par les gens autour de moi ou par les personnes que je considère comme des modèles, eh bien, j'ai plus tendance à lui faire confiance. Mais inversement, si ce n'est pas le cas, j'ai tendance à me méfier davantage. Ce qui fait que parfois, nos réactions de confiance ou de méfiance risquent d'être très partisanes et donc du coup à altérer notre perception des faits, qu'ils soient vrais à l'origine et que donc nous on va croire faux, ou inversement faux et que nous on croit vrai. Donc effectivement le problème est très très complexe et il y a eu des études qui ont montré que dans certains cas effectivement la propension à voir comme fausses des vraies informations peut être plus forte que l'inverse, ce qui est tout aussi préoccupant et risqué, bien évidemment. Ça touche des électeurs plutôt dans l'étude qui était anti-Trump, non, oui, c'était en particulier une étude sur le contexte de la campagne électorale passée des présidentielles américaines. Faut mettre à jour, les outils d'IA notamment avancent, mais voilà, ce qu'on a vu jusque-là, c'est que ce risque, il n'est pas négligeable. Merci. Je vous laisse peut-être nous expliquer, parce que vous avez aussi un outil intéressant qui permet de lutter contre la désinformation. C'est, on pourrait dire, une boîte à outils à destination des journalistes et des chercheurs. Oui, je fais partie avec d'autres collègues en France et dans d'autres pays d'un projet qui fait partie d'une série de projets en fait financés par l'Union européenne pour améliorer notre connaissance du phénomène et pour nous outiller mieux. Et donc, on collabore entre chercheurs, chercheuses et professionnels de l'information, fact-checkers, journalistes, pour développer une boîte à outils qui aide en fait les professionnels surtout, mais éventuellement aussi les politiques, à faire face à ce contexte. En fait, les journalistes, ils font ça déjà, mais avec l'augmentation du volume de la désinformation, ils doivent pouvoir passer à l'échelle. Et donc, notre objectif, c'est de développer une boîte à outils qui les soutienne dans cet effort. Et c'est exceptionnel, en fait, de pouvoir aider avec nos recherches les acteurs, pouvoir essayer d'améliorer la situation. Après, bon, effectivement, on fait face à plein de défis, le manque de ressources pour pérenniser ces solutions dans le temps, la difficulté à avoir accès, parce que, bon, si on veut combattre la désinformation qui circule en ligne, faut bien pouvoir observer ce qui se passe sur Facebook, sur TikTok, qui a été évoqué tout à l'heure, YouTube, etc., etc. Et donc, ça implique aussi des négociations avec les entreprises qui gèrent ces services, qui ne sont pas toujours faciles. Donc, il y a une complexité assez large du problème qui est à prendre en compte. Il y a plusieurs politiques, en fait, qui entrent en jeu, qui sont les élections, la désinformation, mais aussi la recherche publique, mais aussi la relation entre les pouvoirs publics et les entreprises. Voilà, tout est entrelacé. Il nous reste très peu de temps. Je vais passer du coup la parole à David Collomb, peut-être sur l'aspect solution, ce que vous pouvez apporter. Je crois que vous soutenez une initiative qui s'appelle le Democratic Shield pour essayer de préserver l'intégrité de l'élection européenne. Oui. Plus largement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour s'armer peut-être cognitivement
Je voudrais dire qu'on a déjà fait beaucoup, qu'on est mieux armé. Il y a la loi sur les manipulations de l'information en 2018, il y a eu la création de Viginum, qui est très actif, il y a également bien évidemment la mise en œuvre du DSA. Cependant, j'en parlais ce matin avec le président de l'ARCOM, il y a un décalage entre le rythme de la régulation et celui de la désinformation. La désinformation produit ses effets beaucoup plus immédiatement, ce qui suppose de changer de mode de traitement de ces enjeux, c'est-à-dire d'appréhender la désinformation non pas seulement en mode curatif, mais en mode préventif, par une mobilisation de la société civile, et c'est ce que propose cet ensemble d'organisations, dont Sciences Po, dont MEC.org, avec cette idée d'un bouclier démocratique. Nous avons besoin d'une solution qui engage l'ensemble de la société, qui nous réunisse autour d'une prise de conscience, mais aussi du développement d'outils partagés. Cette boîte à outils, c'est aussi les solutions de pré-bunking qui aujourd'hui sont mises en avant par un certain nombre de chercheurs en psychologie sociale et produisent des effets extrêmement encourageants. La désinformation, c'est un virus, c'est une pandémie, c'est une infodémie, et nous devons traiter cette désinformation comme telle en lui appliquant les principes de l'immunologie cognitive et envisager des vaccins informationnels. Merci à vous pour ces quelques vaccins que vous avez expliqués. Merci. Ok.